Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette conférence sur les travailleurs des plateformes et les nouvelles précarités, le Covid-19 comme révélateur. Je vous rappelle le cadre dans lequel on se situe. C'est la Fédération du Parti socialiste de Paris qui a souhaité mettre en place cette université politique du confinement. L'idée est évidemment de profiter, si on peut dire les choses ainsi, de mettre à profit en tout cas cette période particulière qui est celle du coronavirus pour pouvoir réfléchir au monde d'après, se donner les moyens de se projeter dans la mesure du possible sur le monde d'après. C'est évidemment un objet politique. L'idée est d'organiser un cycle de conférences. Donc, la Fédération du Parti socialiste de Paris a pour le moment projeté d'organiser 7 conférences, celle-ci étant la deuxième, pour permettre d'abord aux militantes et aux militants parisiens et parisiennes de pouvoir débattre, de pouvoir entendre l'avis d'intellectuels sur les sujets qui nous semblaient majeurs dans cette période. Et évidemment, le terme université a son importance, puisque l'idée, c'est de rappeler le rôle de formation intellectuelle de notre parti politique. L'idée est de pouvoir structurer notre réflexion collective, de préparer évidemment les combats qui sont nombreux dès à présent et qui ne manqueront pas d'être nombreux dans les années à venir. Je vous rappelle rapidement les règles de ce débat. Il durera à peu près 50 minutes, l'idée étant de laisser à peu près la moitié du temps à notre intervenante qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, Barbara Gomez. Je vais la présenter dans un instant, pendant 20 à 25 minutes, puis de laisser la place aux questions des spectateurs et des spectatrices, de tous ceux qui nous suivent à la fois sur Zoom et sur Facebook. Pendant 20 à 25 minutes, je prendrai plusieurs salves de questions et donnerai l'opportunité à Barbara Gomez de nous répondre. Il n'y a pas de micro ou de vidéo activable du côté des spectateurs et des spectatrices pour éviter tout bruit parasite. Donc, vous pouvez poser l'ensemble de vos questions sur la partie Q&R qui s'affiche en bas de votre écran sur Zoom et évidemment via le Facebook Live. Ne posez pas vos questions dans la partie conversation, elles risquent de se perdre. Donc, centralisez-les bien sur Q et R. Je vous rappelle par ailleurs que la conférence est enregistrée sur Zoom pour être reproduite sur notre site internet Up Confinement et qu'elle est également diffusée en live sur Facebook. Donc. Barbara Gomez, je ne sais pas si vous pouvez activer votre vidéo. Ce sera une intervention sans vidéo, donc navré, c'est toujours un petit peu moins difficile d'accrocher. J'essaierai de donner quelques exemples pratiques un peu forts pour vous aider à tenir pendant ce débat. Je voulais juste vous présenter en quelques mots, puisque c'est vous qui allez nous parler aujourd'hui de ce thème. Nous vous avons demandé d'intervenir sur ce thème parce que vous êtes quand même très spécialisé sur le sujet, docteur en droit du travail, spécialiste notamment de la mise à l'épreuve du droit du travail par les plateformes numériques. Vous rédigez aujourd'hui des articles sur l'actualité juridique et sociale chez Alternative économique. Et vous avez été également chargé d'enseignement et de recherche sur différents domaines, droit social, droit des restructurations à l'Université catholique de Lille, à Paris 13 et à Nanterre, et ancienne collaboratrice parlementaire. Je commencerai par réagir effectivement sur ce que vous avez dit. La crise sanitaire, elle a au moins un mérite, c'est de révéler effectivement que des personnes et les travailleuses et les travailleurs en particulier qui étaient invisibles sont aujourd'hui en première ligne, dehors en train de travailler, et les travailleuses et les travailleurs des plateformes, spécialement ceux qui évoluent dans le secteur de la livraison, sont les premiers concernés. Et malheureusement, ils sont aussi les premiers concernés par la précarité. Pourquoi ? Parce que, contrairement à d'autres professions qui bénéficient du statut de salarié, les personnes qui livrent des repas via des plateformes numériques telles que Uber Eats ou Deliveroo n'ont même pas cette chance. Si je parle de chance, c'est parce que justement, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en œuvre pour, par exemple, favoriser le chômage partiel dans certaines situations. Il existe aussi tout un arsenal législatif dont j'évoquerai quelques exemples qui permettent de renforcer la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs, ce qui est essentiel
en cette période de crise sanitaire. Et en tant que travailleurs et travailleuses indépendantes, les livreurs et les livreuses n'en bénéficient pas. Souvent, on va avoir tendance à dire que finalement, ce serait aux consommateurs de faire le choix de consommer de façon éthique. On va accuser les personnes qui vont commander chez Deliveroo ou chez Uber Eats. Je ne peux de toute façon, effectivement, à titre individuel, qu'encourager ce que les individus favorisent les entreprises qui respectent notamment le droit du travail et de la protection sociale. Mais ce serait se tromper de cible, en tout cas se tromper de priorité, que de n'accuser que les consommatrices et les consommateurs, parce qu'en réalité, nous sommes face à un choix politique, un choix de société, qui est celui de savoir comment quelle voie on va vouloir emprunter s'agissant du traitement des personnes les plus précaires. En fait, la façon dont on traite les travailleuses et les travailleurs dans notre société en dit beaucoup sur la place qu'on leur accorde. D'ailleurs, Dominique Méda, la sociologue du travail, que je pense ne pas avoir besoin de présenter, spécialement ici, l'a bien expliqué récemment dans un article de presse. Il va falloir revoir un petit peu la hiérarchie et l'utilité de chaque métier. On voit bien en cette période de crise que ce ne sont pas forcément les professions les plus valorisées qui sont les plus nécessaires. Alors, le choix auquel on est aujourd'hui confronté, c'est celui de savoir si on va légitimer finalement la précarité de ces travailleuses et de ces travailleurs en leur disant voilà, vous devez rester des indépendantes et des indépendants, vous n'aurez pas accès au statut de salarié. On va même peut-être vous faire un statut hybride de travailleurs autonomes économiquement indépendants, statut par ailleurs auquel je ne crois pas, on pourra revenir si vous le souhaitez. Et donc légitimer la précarité, et on la légitimerait justement en raison de la précarité, parce que des personnes n'arrivent pas à accéder à l'emploi, parce qu'elles ont des difficultés à accéder à l'emploi, alors on inventerait un système dans lequel elles seraient coincées dans un statut finalement d'infra-salarié, et donc je pense qu'on peut le dire d'infra-citoyen. Pourquoi est-ce qu'on ferait au profit du confort de certains consommateurs, au profit des plateformes qui surexploitent des travailleuses et des travailleurs pour justement dégager le plus de profit? Est-ce que c'est ça qui guiderait notre action? Ou alors est-ce qu'il faut aussi, faut-il continuer à laisser ce traitement de faveur, ce traitement particulier que l'on fait aujourd'hui aux plateformes de travail, puisque je vous le rappelle, leur modèle n'est pas seulement problématique pour la législation sociale, pour la fraude à la législation sociale qu'ils constituent en évitant de recourir au contrat de travail avec ces livreurs, ces chauffeurs. C'est aussi un problème en droit de la concurrence, puisque ce sont des entreprises qui ne respectent pas les règles qui sont applicables à toutes les autres entreprises qui ne sont pas structurées en plateforme, mais qui pourtant continuent et développent des activités économiques et commerciales de la même façon que les plateformes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les plateformes, finalement, elles ont tous les bénéfices pour elles et elles placent la charge des risques sur les autres, sur les travailleuses et les travailleurs et sur toute la société. Et je dis toute la société parce que là, en cette période de crise sanitaire, on en a l'éclatante illustration. Nous avons aujourd'hui des travailleuses et des travailleurs qui ne sont pas éligibles à des dispositions qui, normalement, en temps normal, sont financées en partie par les employeurs, notamment au travers des cotisations sociales. Et le mot cotisation est important, surtout pas dire charge sociale. Rappelons que les plateformes ne paient aucune cotisation sociale. Et donc, toutes les indemnités qui seront versées au travers de fonds et non pas au travers de la solidarité collective. Enfin, sur une illustration plus juridique, et j'y reviendrai plus en détail, les plateformes s'extraient de toutes les responsabilités, notamment en matière de santé et de sécurité, en refusant, en niant leur statut d'employeur. Et c'est pour ça que je commencerai par parler un petit peu de ce modèle que constituent les plateformes numériques de travail, avant de parler des conséquences pratiques que l'on voit pour les travailleurs en période de crise. Et puis,
si j'ai le temps, je ferai une petite ouverture sur les perspectives politiques. Alors sur donc le modèle plateforme, on entend beaucoup parler de plateformes numériques et on parle beaucoup du fait qu'elles sont toutes différentes. C'est un fait, elles sont toutes très différentes. Cependant, il existe, à mon sens, plusieurs catégories de plateformes et toutes ne répondent pas, ou n'ont pas vocation en tout cas à répondre à la même réglementation. Et pour le comprendre, je pense que le mieux, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire, très très rapidement, l'histoire de ces plateformes. En fait, les plateformes, souvent, elles sont associées à un type d'économie, si je peux m'exprimer ainsi, qui est l'économie numérique et collaborative. Donc, on a l'idée déjà tout de suite des plateformes collaboratives. Or, les plateformes collaboratives sont essentiellement des plateformes désintéressées, hein. On les a vues émerger d'abord dans le secteur informatif associatif, pardon, notamment avec l'essor d'Internet. Ça a permis, voilà, on avait des plateformes qui permettaient à des associations, je pense à Do It par exemple au Royaume-Uni, d'offrir un lieu où des personnes, des associations pouvaient donner selon leur secteur géographique, les besoins qu'elles avaient à tel et tel endroit, et puis des bénévoles qui pouvaient voilà, dire j'ai telle compétence, je me trouve à tel endroit, est-ce que je peux me livrer à une activité bénévole. On a vu ça aussi dans des secteurs un peu plus scientifiques, avec des ingénieurs qui, lorsqu'ils sont des ingénieurs et des chercheurs de manière générale, lorsqu'ils sont très spécialisés, sont parfois un peu seuls sur leurs travaux et ont besoin de dialoguer, de développer des idées et d'échanger avec des gens qui peuvent être à l'autre bout du monde. Et donc là, les plateformes, effectivement, sont très collaboratives et sont désintéressées. Évidemment, le marché a très vite vu qu'il y avait un intérêt. Donc, le marché s'est dit, j'ai quand même à disposition un endroit, un lieu virtuel où potentiellement le monde entier peut se connecter. Et du coup, les plateformes marchandes, elles ont un peu explosé ces dernières années. Notamment à la faveur du développement des smartphones et du fait voilà, qu'on a aujourd'hui tous un téléphone portable dans la poche, on est toutes et tous hyper connectés et donc on a notre alter ego numérique qui peut être contacté à tout moment et à qui on peut du coup vendre des produits et des services. Donc le marché a tout de suite vu son intérêt. Et c'est là qu'apparaissent finalement les plateformes de mise en relation contre une contribution ou alors qui vont faire de l'argent, en tout cas avec une contribution ou non grâce à cette mise en relation. Je pense par exemple à Blablacar ou à Etsy. Les plateformes numériques, je ne les mets pas dans cette catégorie de plateformes de mise en relation. Ce sont certes des plateformes marchandes, hein, clairement, il y a une activité économique et commerciale. Cependant, elles ne sont pas des plateformes de mise en relation et c'est ça finalement qui est peut-être le plus difficile à voir a priori quand on se plonge dans le sujet, quand on essaie de mettre les mains un petit peu dans le cambouis. Elles vont jouer un petit peu avec ces représentations, cette idée d'une économie collaborative et d'une simple mise en relation. Mais la particularité des plateformes de travail, c'est qu'elles vont se servir de ces représentations pour contourner celle du salariat, pour contourner l'idée de salariat. L'idée, c'est de dire, moi, je ne fais que de la mise en relation. Par exemple, je suis dans la livraison, je permets juste à un livreur qui exerce de façon indépendante et un client qui a envie de se nourrir. Je permets une rencontre. Je suis un peu finalement le Tinder du travail. C'est un peu ça la plateforme numérique de travail, que ce soit pour la livraison, les chauffeurs, etc. À chaque fois, c'est comme ça qu'elles se présentent. Et elles vont dire, voilà, moi je permets une mise en relation, mais je suis complètement neutre, hein. Je n'interviens à aucun moment dans le service. Je suis là vraiment, je ne fais qu'une simple mise en relation. Et il s'avère que les plateformes de travail, elles ne font pas qu'une simple mise en relation. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Et je pense notamment à un arrêt qui est aujourd'hui très connu, qui s'appelle l'arrêt Elite Taxi contre Uber. Je vais vous en parler très brièvement parce que je pense que c'est un arrêt qui est assez intéressant pour comprendre le fait que les plateformes numériques de travail comme Uber et comme Deliveroo, elles ne sont pas des plateformes de mise en relation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au tout début de cette affaire? Enfin, qu'est-ce qui a initié cette affaire? Eh bien, ce sont des chauffeurs de taxi barcelonais qui ont vu débarquer Uber et notamment Uber Pool
Et ils étaient fort mécontents puisque, en tant que taxi, ils avaient énormément de réglementations de contraignantes à respecter et que Uber n'avait absolument pas les mêmes. Donc, ça les a mis un petit peu en colère. Ils sont donc allés voir le tribunal de commerce de Barcelone en estimant qu'ils étaient victimes de concurrence déloyale et qu'il y avait des pratiques abusives de la part de la plateforme Uber. Alors pourquoi? Justement parce qu'ils n'ont pas selon la plateforme Uber, comme elle n'est pas une société de transport, elle n'a pas à respecter les obligations qui contraignent justement cette activité-là. Alors, le tribunal de commerce espagnol a renvoyé la patate chaude, si vous me passez l'expression, à la Cour de justice de l'Union européenne en posant ce qu'on appelle une question préjudicielle. C'est-à-dire qu'elle a dit, voilà, cette affaire touche aussi au droit européen. Donc, moi, j'ai posé la question à finalement l'institution la mieux concernée pour savoir quel droit il faut appliquer, donc à la Cour de justice. Et elle demande à la Cour de justice, est-ce que Uber est, comme elle le prétend, un simple intermédiaire qui du coup n'a pas à respecter la législation relative au transport puisqu'elle serait une société de l'information, ou alors est-ce que Uber est une société de transport, auquel cas il n'y a pas de mise en relation, ce n'est pas seulement la mise en relation qu'elle fait, il faudra qu'elle applique la directive transport. Et l'arrêt est extrêmement clair, je vous invite même à lire les conclusions de l'avocat général qui sont la base un peu de cet arrêt, qui ont inspiré cet arrêt, ce sont les conclusions de Machies-Punard, qui sont extrêmement claires et donc on peut lire que finalement l'intermédiation numérique, ce n'est qu'une modalité nouvelle d'accès à un service, mais que le service que propose Uber, c'est un service global de transport, de A à Z. Il est pensé, organisé, encadré par la plateforme. Donc voilà, cet exemple-là, il nous montre bien que certaines plateformes, elles vont jouer avec cette idée du collaboratif, elles vont jouer avec cette idée d'intermédiaire, mais en réalité, elles développent des activités très, très classiques. Pour citer un exemple concret, parce que souvent on me dit oui, mais on ne voit pas directement Uber. Moi, quand j'appelle mon chauffeur, je suis sur l'application, je vois le chauffeur qui va venir. Oui, très bien, mais cela n'a pas d'incidence sur la relation de travail qui lie Uber et son chauffeur. Parce que de la même façon que si vous avez besoin de faire des travaux chez vous, vous allez appeler une entreprise de construction qui va vous envoyer des employés. Ce n'est pas parce qu'on vous envoie ces employés, ce peintre ou je ne sais pas quelle profession il peut y avoir, vous n'allez pas conclure directement avec le peintre qui va vous repeindre le mur. Vous êtes en train de contracter avec l'entreprise. Donc, le fait d'avoir directement accès aux travailleurs n'a absolument aucune incidence. Qui prend les décisions quant à la façon dont doit s'exercer l'activité, qui exerce son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, c'est la plateforme Uber. Tout ceci a été confirmé à l'occasion de l'arrêt Take It Easy qui concernait une plateforme de livraison et plus récemment, en mars, l'arrêt Uber qui a été très clair en la matière. Uber est une entreprise de transport et les contrats qui sont conclus avec les chauffeurs doivent être requalifiés en contrat de travail. Les choses sont extrêmement claires. L'arrêt a été publié en plusieurs langues immédiatement, en l'occurrence en anglais et en espagnol. Des notes et des communiqués ont été fournis en même temps par la Cour pour montrer qu'elle était complètement consciente de l'importance de cet arrêt, donc elle sait ce qu'elle fait. Donc les choses sont extrêmement claires aujourd'hui au niveau juridique. Pourquoi est-ce que les plateformes s'obstinent à ne pas finalement prendre acte de cette jurisprudence? Eh bien parce que ce ne serait pas conforme à leur modèle effectivement économique, puisque le fait de ne pas avoir à respecter la législation sociale tout spécialement leur permet de faire des travailleurs une variable d'ajustement, ce qui fait que ces plateformes sont vraiment des machines à paupériser et cela on peut le constater à mesure du changement de sociologie qu'on observe dans ces plateformes-là et dans les plateformes de livraison en particulier, où on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait des changements contractuels, des dégradations des conditions de travail, la population qui composait la masse des travailleurs changeait. Donc, je vous donne un exemple effectivement qui est très illustrant dans le secteur de la livraison. Ce que m'expliquent les livreurs et les livreuses avec qui je suis en contact déjà depuis quelques années, avec qui je travaille, c'est qu'au tout début,
c'était plutôt sympa de faire de la livraison. C'était essentiellement des jeunes hommes d'ailleurs en majorité, étudiants, qui étaient contents de se faire un peu d'argent de poche à côté de leurs études. Ils n'avaient pas besoin de penser à la sécurité sociale parce que ils étaient déjà pris en charge. Vous savez, quand vous êtes à l'université, il faut que vous ayez une sécurité sociale étudiante. Donc, ils étaient déjà pris en charge de ce côté-là. Donc, ils ne pensaient pas spécialement aux conséquences en matière de protection sociale. Et puis, comme c'était un job d'appoint, finalement, on ne pense pas non plus, quand on a 20 ans, au risque d'un pouvoir abusif de l'employeur et à tout ce qui peut arriver lorsqu'on est dans une relation de subordination. Ils gagnaient plutôt bien leur vie aussi. Les premiers contrats sont des contrats à l'heure. Donc, on est payé à l'heure. Hein. Donc, on signe un contrat avec Deliveroo. On a une rémunération horaire. Et à chaque fois que l'on réalise une course, on a une prime. Et c'était plutôt intéressant parce que la rémunération horaire, elle était à 10-12 euros parfois dans les tout premiers contrats. Et les primes, elles allaient de 2, 4 à 6 euros pour les plus chanceux, les premiers arrivés. Alors, pourquoi on avait des contrats aussi intéressants au début ? Parce qu'il fallait bien avoir son armée de réserve de travailleurs. Donc, il fallait attirer les travailleurs et les travailleuses. Et puis, à chaque fois, à mesure que cette armée de réserve se constitue, on peut dégrader les conditions salariales. Et donc, les contrats vont évoluer. C'est pour ça que je vous disais que c'était 10 à 12 euros pour la rémunération horaire et puis que les primes étaient variables parce qu'en fait, tout le monde avait un contrat différent selon sa date d'arrivée. Puis après, il a fallu harmoniser tout ça. Alors, un été, parce que c'est toujours en été que ça se passe, la plateforme, en l'occurrence Deliveroo, a décidé que c'en était fini de la rémunération horaire et que désormais, on allait passer à la rémunération par mission. Et donc, on est passé d'un contrat qui pouvait être de 12 euros de l'heure avec 6 euros de prime à la livraison réalisée à un contrat qui donnait en liste de rémunération seulement 5 euros aux travailleuses et aux travailleurs qui assuraient les livraisons. Mais c'était qu'une première étape. Et cette première étape, elle a été franchie l'année dernière, me semble-t-il, puisque désormais, ce sont des rémunérations kilométriques, essentiellement. Donc, on est passé de 5 euros à la rémunération au kilomètre. Et aujourd'hui, on a de nombreux témoignages qui nous montrent que parfois, ces rémunérations, elles sont en deçà des 3 euros le kilomètre. Et puis, il y a encore eu des dégradations sur lesquelles je ne reviendrai pas pour ne pas être trop longue. Mais ce qui est intéressant, du coup, sans aller plus en détail, c'est que la conséquence que ça a eu sur les personnes qui sont contraintes d'exercer cette activité, c'est que celles et ceux qui pouvaient se permettre de ne pas travailler, qui voyaient vraiment ça comme un petit job d'appoint, ils n'ont pas spécialement envie de prendre des risques pour leur santé et leur vie, hein, parce que il faut gagner, pour gagner de l'argent, il faut aussi griller des feux rouges, comme le dit si bien Jérôme Pinault. Donc, ils vont faire autre chose. Et donc, ne reste que ceux qui n'ont vraiment pas le choix. En conséquence, on a vu se développer des phénomènes de sous-location de compte pour que des personnes en situation régulière sur le territoire et majeures sous-louent à des personnes sans papier et des mineurs leur compte en échange d'un pourcentage de la rémunération qui va être perçue à la fin par le travailleur, puisque par exemple, vous pouvez très bien ne percevoir que 40 à 30% de l'ensemble des rémunérations, de la rémunération que vous auriez dû avoir avec un compte classique, puisque le reste va à la personne qui détient légalement le compte. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Je vois un oui, super, très bien. J'en viens aux conséquences du coup pratiques en période de crise sanitaire. Là. Alors, il y a plusieurs types de conséquences pratiques et tragiques, presque, sur lesquelles on pourrait s'attarder, mais je prendrai juste quelques exemples qui me semblent un peu illustrer la gravité de la situation et le besoin impérieux d'intervenir. Qui dit risque sanitaire, dit risque donc pour la santé, et qui dit risque pour la santé dit obligation de sécurité de l'employeur, en tout cas quand on est juriste travailliste comme je le suis. Sans vouloir être trop pesante et technique sur cette obligation juridique, je reviendrai quand même sur ce que c'est que l'obligation de l'employeur, vraiment dans les grandes lignes. Tout employeur a une obligation de sécurité de santé à l'égard de ses salariés. Ça implique quoi? Ça implique notamment de respecter les principes généraux de prévention
et de regarder pour chaque poste, chaque métier dans l'entreprise, quels sont les risques, les identifier et prendre toutes les mesures adéquates, toutes les mesures nécessaires, en concertation avec les représentantes et les représentants des salariés, pour que le risque ne se réalise pas, le risque professionnel. Donc ça, c'est l'obligation de sécurité de l'employeur. Si jamais un risque se réalise, si le risque professionnel se réalise, dans ce cas, il pourrait très bien y avoir un accident du travail, donc une maladie professionnelle, prise en charge, je le rappelle, par l'assurance maladie. Et dans ce cas, si jamais on démontre que l'employeur n'a pas tout fait pour éviter la réalisation de ce risque, sa faute inexcusable pourrait être engagée avec une responsabilité civile, voire pénale. En dehors même des cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, l'employeur a l'obligation de respecter les principes généraux de prévention et d'éviter la réalisation d'un risque. On l'a vu récemment avec Amazon et l'arrêté, l'ordonnance qui a fait en sorte que l'activité soit arrêtée en raison des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et des travailleuses dans les entrepôts. Alors, la conséquence de l'absence de statut salarial pour les travailleurs et les travailleuses des plateformes et spécialement des livreuses et des livreurs qu'on voit dans les rues, c'est déjà que cette prise en charge du risque sanitaire et je me dirais même du risque économique lié à la crise sanitaire, il est d'abord sur les épaules des travailleurs et des travailleuses. Puisque Deliveroo et Uber Eats, pour ne citer que, ne sont pas des employeurs, ils n'ont pas à prendre toutes les mesures pour éviter la contamination. Alors vous allez me dire, oui, les plateformes ont diffusé des bonnes pratiques, des gestes à privilégier, des préconisations qui d'ailleurs ont été reprises par le gouvernement. Seulement, il faut savoir que ces petites vidéos, ces préconisations, elles ont été élaborées par les livreurs et les livreuses elles-mêmes sur le terrain. Et que sur Twitter notamment, les témoignages sont de plus en plus nombreux pour dire que ces mesures, elles sont insuffisantes, elles sont parfois en plus pas respectées, en plus d'être insuffisantes, et que surtout, qui va payer pour les masques, pour le gel hydroalcoolique, pour les gants? Eh bien, ce ne sont pas les plateformes, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Donc, on a ce problème déjà de prise en charge par les travailleurs eux-mêmes. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, rappelons qu'il n'y a pas de cotisations sociales qui sont payées par les plateformes et que du coup, il revient à la société de manière générale, que ce soit pour la crise d'ailleurs du Covid-19, il y a des règles particulières, donc je ne reviendrai pas là-dessus parce que je serais vraiment trop longue, mais en cas d'accident du travail de manière générale, je peux vous assurer que le système assurantiel qui est mis en place, et vraiment s'il y a des questions là-dessus, j'y reviendrai sans aucun problème, mais le système assurantiel qui est mis en place pour les travailleurs et les travailleuses des plateformes, il est inadéquat, et ce qui fait que souvent, on doit demander de l'aide à son entourage ou bénéficier d'aides comme le RSA pour essayer de survivre un petit peu quand on a eu un accident du travail. Donc, il y a un vrai problème du côté de la prise en charge économique du risque par les plateformes, ou tout cas l'absence de prise en charge. Et puis d'un point de vue sanitaire, c'est quand même préoccupant parce qu'on a quand même une population qui prend des risques pour sa santé, pour celle de ses proches, mais qui en plus prend le risque de contaminer toutes les clientes et tous les clients des plateformes qu'elles vont livrer. Parce que, et d'ailleurs, on a de nombreux témoignages aussi, des centaines de témoignages de personnes qui nous disent avoir été contaminées, avoir arrêté leur activité de livraison, mais dans la semaine où ce virus était en incubation, on fait des centaines de livraisons. Donc, il y a un risque sanitaire qui est très important là aussi. Alors, quelle perspective ? Les perspectives, alors je vais vous raconter juste peut-être ce qui se passe en ce moment au Parlement et ce qui s'est passé cette dernière année, par ailleurs. J'ai envie de dire qu'il y a un peu deux camps pour vraiment expliquer les choses dans les grandes lignes. Il y a les personnes qui pensent qu'il faut que les livreurs et les livreuses et les travailleurs des plateformes en manière générale soient considérés comme des salariés ou à tout le moins que la législation sociale s'applique à ces personnes. Et puis, il y a celles et ceux qui considèrent avec plus ou moins de bonne foi que ces personnes doivent au contraire rester des indépendantes et des indépendants et du coup, il faudrait développer une législation particulière, spéciale,
qui maintiendrait ce statut d'indépendant tout en donnant quelques garanties. Je dis garanties, non pas droit de façon complètement consciente. Alors, typiquement, ça se traduit par cette position-là, c'est celle des plateformes et c'est celle du gouvernement. Il y a depuis, alors quand j'étais, je sais pas, je sais plus si vous l'aviez évoqué en présentation, mais j'étais collaboratrice parlementaire pendant 2 ans pour un sénateur communiste, Pascal Savoldelli. Et j'ai travaillé avec Pascal Savoldelli et Fabien Gay, donc qui sont deux sénateurs communistes, sur cette question des travailleurs des plateformes et à l'élaboration d'un projet, d'une proposition de loi pour offrir une réglementation à ces activités-là. Donc, pour ce faire, nous avions créé un collectif, le collectif PETT pour Pédale et Tais-toi, qui était composé notamment de travailleuses et de travailleurs et de livreurs en particulier. Et donc, pendant presque 1 an et demi, on peut faire fait un tour de France, on a essayé de voir un petit peu tout ce qui pouvait être fait et on a finalement proposé une loi qui invite à appliquer la réglementation sociale. Par ailleurs, il me semble que le Parti socialiste aussi a fait une proposition de loi qui a été elle aussi déposée, visant, d'une façon complètement différente, à appliquer aussi la législation sociale au travers des plateformes. Le gouvernement, lui, en dépit des requalifications judiciaires, en dépit de l'arrêt Uber notamment, qui a été rendu public le 4 mars 2020, le gouvernement a considéré qu'il fallait au contraire envisager des formes de représentation collective particulières. Donc en fait, ils essaient de réinventer le syndicat et réinventer la représentation collective sans appeler ça syndicat ni représentation collective et sans leur donner toutes les garanties qui existent. Qui n'est pas sans causer de problème. Et personnellement, je pense que c'est impossible à faire parce qu'il y a des textes, notamment en matière, en droit européen, qui interdisent ce qu'on appelle l'entente et donc se mettre d'accord entre indépendants sur des prix, par exemple, pratiqués. Ça, dans les grandes lignes, ça peut s'appeler de l'entente. Et donc, Muriel Pénicaud a annoncé le lendemain même de la sortie de l'arrêt Uber qu'il faudrait envisager un 3e statut. Alors, pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Pour ce que je vous disais déjà, vous le voyez bien, hein, voilà les dangers hein, on parle de crise sanitaire, on voit bien quels sont les dangers à ne pas avoir de statut salarial. Ça veut dire pas de chômage partiel, ça veut dire pas de responsabilité sur le dos des plateformes hein, pour payer les cotisations sociales qui, par ailleurs, hein, financent aussi notre service de santé, quand même, il faudrait le dire, et pas de respect de la législation sociale et d'application du droit de la protection sociale, notamment le chômage, les arrêts et tous les régimes, le régime salarial en matière d'arrêt de travail, maladie, maternité, qui sont sensiblement différents quand on est indépendant. Voilà, je ne sais pas si j'ai pas envie d'être plus longue parce que je préfère peut-être laisser la parole aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup Barbara Gomez pour votre propos assez éclairant sur le sujet et bien structuré. On a déjà plusieurs questions. Alors, il y avait déjà des questions, je dirais presque de technicité juridique, sur les questions de statut. Une question sur quelles dispositions prendre quant au statut de micro-entreprise qui permettrait à certains une activité d'appoint par rapport à la question de l'emploi salarié que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Une deuxième question, toujours sur cette question finalement qui revient à des questions de droit. Est-ce que le lien commercial entre la plateforme et le travailleur indépendant ne peut pas être vu comme un lien hiérarchique qui permettrait de requalifier en contrat salarié ? Et une troisième question sur le statut, qui était un peu la mienne, mais je me permets de la mettre à ce moment-là parce qu'elle est en lien avec les questions statutaires, c'est qu'est-ce qui bloque, finalement, par rapport à tout ce que vous avez exposé, qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, à partir des arrêts qui ont été pris, dire qu'on peut massivement dire que ces travailleurs, en tout cas ceux qui le souhaitent, soient requalifiés en salariés. C'est les premiers blocs de questions par rapport à des questions statutaires. Et ensuite, j'avais des questions par rapport à l'Europe. Qu'est-ce que fait l'Europe pour encadrer juridiquement les travailleurs et les travailleuses
des plateformes. Euh, et puis des questions, peut-être répondre d'abord à ce premier lot de questions, puis je vous ferai un deuxième lot de questions qui est un peu plus business. Très Comment bien. est-ce qu'on peut avancer par rapport au monde des entreprises, de ces nouvelles entreprises? Alors, pour répondre d'abord à la question statutaire, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question sur le micro-travail, mais je vais essayer de deviner un petit peu ce que ça pourrait recouvrir. Aujourd'hui, les personnes qui exercent leur activité en tant que chauffeur Uber ou que livreur Deliveroo sont auto-entrepreneurs. Donc, c'est justement le problème, c'est le statut d'entrepreneur. Vous pouvez développer une activité si vous avez envie en tant qu'entrepreneur, quel que soit le statut que vous voulez mettre, le statut d'indépendant que vous voulez mettre, micro-entreprise ou pas, sans aucun problème. Si vous avez envie d'avoir une activité d'appoint, il n'y a absolument aucun souci et personne ne reproche à personne de devenir indépendant et de développer sa propre activité. Le problème avec les plateformes, c'est qu'on n'a pas affaire à des entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs sur le papier. L'indépendance, elle est complètement fictive. Parce que c'est quoi être un entrepreneur? C'est pouvoir prendre ses propres décisions sur l'activité qu'on est en train de développer. Choisir ses clients, négocier ses tarifs, déterminer ses conditions de travail. Or, lorsque l'on travaille pour une plateforme telle que Uber ou Deliveroo, on n'est absolument pas un entrepreneur. Il y a des décisions britanniques d'ailleurs qui sont très intéressantes sur la question des chauffeurs VTC parce que pour caractériser l'absence d'indépendance et le fait que ce ne sont pas des entrepreneurs, les juges, avec ce ton britannique un peu ironique qu'on leur connaît, les juges disent mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir développer son activité quand on est entrepreneur, enfin, en tant qu'entrepreneur quand on est chauffeur VTC, si ce n'est que passer quelques heures de plus derrière son volant. Et donc ça, c'est assez intéressant. Il n'y a pas vraiment d'activité entrepreneuriale, il n'y a pas de possibilité de choix, il n'y a pas de possibilité de négociation. Ce qui fait que la réalité, c'est que même si c'est un travail d'appoint, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup travaillé pendant mes études, j'ai eu beaucoup de petits jobs. Et pourtant, même si le statut salarial n'est pas la panacée, Dominique Méda l'explique très bien dans tous ses travaux, même si ce n'est pas la panacée, au moins c'est un minimum, et c'est un minimum qui permet par exemple de ne pas être payé en dessous du SMIC, par exemple. C'est un minimum qui fait que l'employeur doit quand même veiller à notre sécurité sur le lieu de travail. Donc voilà, donc ça c'est le premier problème. En revanche, on pourrait très bien imaginer, et ce sont des choses, je pense qu'il faudrait développer, une simplification, une vulgarisation peut-être des règles qui s'appliquent aux personnes indépendantes. Ça a été fait notamment en Espagne en 2007. Ils ont développé un statut du travail indépendant qui est une sorte de compilation des règles existantes. Donc, il n'y a rien qui a été inventé, sinon le statut des travailleurs autonomes et collectivement dépendants, qui n'a d'ailleurs pas marché du tout. Mais à part ce chapitre 3 de la loi, l'ensemble de la loi est vraiment le produit d'une compilation qui permet de donner plus de visibilité, donc plus de sécurité juridique aux indépendants. Sur alors, le lien qui unit la plateforme aux travailleurs, je pense que j'en ai beaucoup dit déjà en répondant à cette question-là, et sur la façon dont on pourrait caractériser le pouvoir hiérarchique, la subordination, écoutez, c'est déjà le cas. Il s'avère que, pour citer ne serait-ce que le dernier arrêt Uber, la Cour de cassation, la chose elle est très claire, elle nous dit vraiment, c'est la jurisprudence la plus classique du monde. Hein. C'est ce qu'on enseigne dès la L3. Hein. C'est vraiment un cas pratique de base. Pour qu'on ait un contrat de travail, il faut qu'on puisse détecter un lien juridique de subordination. Dans le lien de subordination, c'est quoi? C'est l'exercice par l'employeur d'un pouvoir sur le travailleur, un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Et dans le cas d'Uber, on a caractérisé ces trois pouvoirs. Il y a bien un pouvoir de sanction qu'on connaît tous, hein, qui est celui, dans le pire des cas, de la désactivation du compte ou empêcher temporairement quelqu'un d'accéder à son compte, des rétrocessions quand Uber considère qu'on n'a pas pris le bon trajet. Il peut y avoir donc une partie de la rémunération qui va être reprise par la plateforme.
donc des choses comme ça. Il y a un pouvoir de contrôle puisqu'effectivement, de toute façon, la plateforme fait attention à tout ce que font les VTC. Elle sait où ils sont, comment ils travaillent. Le travail est extrêmement encadré. Ils ont des directives sur la façon de se comporter, etc. Je ne serai pas plus longue là-dessus, mais ça a été caractérisé. Donc, ce lien commercial, il est déjà requalifié. C'est ça l'enjeu de la requalification. C'est dire, on a affaire à un contrat qui a un nom qui n'est pas contrat de travail, une prestation de service, une sous-traitance, peu importe. Mais moi, en tant que juge, je vais m'intéresser à la réalité du travail, aux conditions de fait de réalisation de l'activité professionnelle. Et ce que me fait dire l'examen des conditions de fait de l'activité professionnelle, c'est qu'en réalité, il y a exercice d'un pouvoir, il y a lien de subordination juridique, et donc on doit requalifier ce contrat en contrat de travail. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que c'est si simple? Moi, je n'arrête pas de vous dire depuis le début que c'est très simple, que finalement, les juges, ils n'ont aucun problème à requalifier et qu'ils l'ont fait et qu'ils continueront à le faire massivement. Qu'est-ce qui bloque? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur, je pense, la volonté qui est assez forte de continuer à maintenir ces plateformes hors de l'empire de la législation sociale par des acteurs aussi importants et puissants que l'État, oui, le gouvernement en tout cas, en l'occurrence, au lieu de prendre acte des décisions de justice, de taper du poing sur la table, de dire il faut appliquer le droit du travail désormais aux travailleuses et aux travailleurs des plateformes, ça doit cesser, parce que c'est quand même une fraude massive à la loi, à la législation sociale et au droit de la concurrence notamment, eh bien on va dire, ah ben non, il faut quand même continuer à protéger les plateformes. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Dans les amendements tachés, puis l'amendement qui a été porté par Bérangère Couillard devant l'Assemblée, qui a été voté à l'occasion de la loi de l'homme, il est bien inscrit, et on en parle aussi dans les débats, qu'il s'agit de sécuriser les plateformes. Il faut sécuriser les plateformes, et c'est ça l'enjeu. Et d'ailleurs, il y a le rapport de l'IGAS qui a sans doute servi aussi à toutes les propositions, et notamment à l'article 44, il me semble, de la LOM, qui parle des chartes sociales. On voit bien, on le lit dans ce rapport-là, le rapport explique bien, il y a, donc c'est le rapport sur les plateformes numériques, il y a bien une activité, le modèle économique finalement de ces plateformes repose sur un contournement de la législation sociale. Donc, ils admettent qu'effectivement, on essaie de contourner la législation sociale. Cependant, si on applique le droit social, ces modèles ne peuvent plus exister. Alors, il va falloir ne pas appliquer la législation sociale, notamment avec des présomptions de non-salariat, ce qu'a tenté de faire le gouvernement et qui a été par ailleurs censuré par le Conseil constitutionnel. Barbara, je me permets parce que j'ai beaucoup de questions Oui. qui sont arrivées. J'avais un autre groupe de questions autour de la question européenne, donc la question que je vous ai posée tout à l'heure, qui était est-ce qu'il y a un instrument juridique européen pour ces travailleurs de plateforme d'une part, et une autre question qui est tombée sur l'Europe, y a-t-il des pays européens qui ont déjà pris des positions plus favorables aux travailleurs des plateformes, et si oui, lesquels? Alors, sur la question européenne, la réponse est très simple, c'est oui. Oui, l'Europe pense s'occuper de ce sujet, prendre en main ce sujet. Par ailleurs, il y a quelques mois, une initiative de la gauche européenne qui a été prise au niveau du Parlement et donc qui a réuni des centaines de personnes, notamment des livreurs, mais aussi des chercheurs, pour réfléchir à ces questions-là. Et une directive devrait être élaborée. Je ne sais pas exactement quand, personne ne sait exactement quand, mais je peux vous dire aussi que des groupes de travail sont actuellement en train d'être formés. Je pense il y a certaines députées européennes, je pense notamment à Leïla Chaibi de la France Insoumise, s'occupe de ce sujet et nous sommes un certain nombre à essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait intervenir au niveau européen. Donc il y a des choses qui se font en ce moment. Sur les pays, alors les réactions, elles sont aujourd'hui essentiellement judiciaires. Donc, c'est les autres pays qui ont pu avoir des positions favorables au travers des plateformes. Il y en a. Je pense notamment à l'Espagne, à l'Italie dans une certaine mesure. Quelques décisions aussi, mais inégales au Royaume-Uni.
Mais au niveau législatif, il n'y a pas grand-chose, sinon une interdiction d'Uber d'exercer, en tout cas en tant que plateforme. Son modèle économique a été censuré en Allemagne. Mais en matière de législation, il n'y a pas encore Finalement, nous sommes les plus en avance. Nous sommes les plus en avance parce que on a déjà réfléchi. Il y a quand même 2 propositions de loi qui ont été déposées sur le sujet. C'est une bonne nouvelle qu'on soit en avance, même si ce que j'entends quand même de votre propos, c'est qu'on est en avance, mais pas avec encore toutes les réponses, bien sûr. Et 2 questions intéressantes pour se projeter, parce que 2 personnes ont soulevé le fait qu'il pouvait y avoir des similitudes. Là, on parle des travailleurs des plateformes, mais ces problématiques pourraient toucher d'autres métiers. J'ai une question sur maintenant, un ouvrier peut piloter sa machine depuis son canapé. Plein de guillemets. En période de confinement, évidemment, ça peut présenter des avantages sanitaires parce que ça peut permettre de poursuivre l'activité. Mais est-ce qu'on peut envisager que les risques qu'on évoque aujourd'hui pour les travailleurs de ces plateformes pourraient demain être des risques qu'on pourrait transférer à des ouvriers qui travailleraient avec les nouvelles technologies? Ou encore une autre question sur un autre corps de métier du type agent immobilier qui sont aujourd'hui embauchés en qualité de mandataire ou de négociateur et qui sont donc indépendants. Est-ce que cette perspective-là, que ça puisse s'étendre à d'autres métiers, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça vous semble quelque chose de possible, un risque qui serait supplémentaire Bien sûr que c'est possible, mais c'est possible parce que ça a toujours existé. Toujours. Il y a toujours eu des entreprises peu scrupuleuses ou des employeurs peu scrupuleux qui ont cherché à contourner la législation sociale. Toujours. Les plateformes, finalement, elles ne sont que l'expression d'un rêve néolibéral. On arrive au paroxysme, finalement, de la stratégie d'externalisation. C'est ça que permettent les plateformes. Se dire que là, vous savez, avant, quand j'ai commencé mes recherches, au tout début, parce que j'ai quand même mis 7 ans avant de soutenir cette thèse, les plateformes n'existaient pas au début. J'étudiais les stratégies d'externalisation. Donc, ça passait par la sous-traitance, le travail détaché, qui est une autre forme de sous-traitance par ailleurs, le travail intérimaire et puis le recours au travail indépendant. C'est comme ça que 2-3 ans après que j'ai commencé à faire ces recherches-là, sont apparues les plateformes de travail. Et en fait, il y a une constante qu'on observe qui est celle d'essayer à chaque fois d'échapper aux règles pour des raisons de coût. Donc, ces techniques-là, elles ont toujours existé. L'arrêt Laban, par exemple, qui est un arrêt extrêmement connu pour les juristes spécialistes du droit du travail, c'est l'arrêt d'un chauffeur de taxi, qui parle d'un chauffeur de taxi qui avait conclu avec une société, j'allais dire Elite Taxi, parce que là, j'ai mes biais maintenant de plateforme, avec une entreprise de taxi, un contrat de location de véhicules équipés taxi. Donc, il était censé être indépendant. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les plateformes. Sauf que maintenant, on peut en plus avoir atomisé complètement le collectif de travail et gérer finalement toute une organisation productive au travers d'une plateforme grâce à un pouvoir de l'employeur traduit en langage informatique au travers des algorithmes. Donc, en fait, on va plus loin. C'est plus facile finalement d'externaliser et de mettre la charge des risques de l'employeur directement sur les épaules des travailleurs au travers des plateformes. Et ça a toujours existé. Donc, ce qui se passe en ce moment pour les agents immobiliers, ça a toujours existé, ça va continuer à exister, ça va juste être renouvelé, prendre une nouvelle forme, un nouveau visage avec le développement de ce contournement au travers de plateformes. Mais ça a toujours existé. Et donc, il faudra faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, aller devant les juges, requalifier. S'agissant de la question des nouveaux risques pour, j'allais dire, les ouvriers, les salariés d'entreprises, on va dire, plus traditionnelles, oui, évidemment, il y a des risques nouveaux qui apparaissent, mais, et c'est là l'avantage du statut salarial, c'est que le statut salarial, il pose des obligations qui sont notamment celles que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont celles de préserver la santé et la sécurité, et ça doit s'adapter en permanence, tout le temps. Les principes généraux de prévention, ils imposent à l'employeur, à chaque fois qu'il y a le moindre changement sur les conditions de travail, de prendre acte de ce changement, d'évaluer les risques et de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que le risque n'arrive pas. Donc oui, aujourd'hui, il y a des nouveaux risques qui existent parce que les métiers se transforment, mais l'employeur va devoir suivre l'évolution de ces métiers et réagir en conséquence, sinon il va y avoir des sanctions qui peuvent être civiles et qui peuvent être aussi pénales. Et donc c'est pour ça qu'on voit que le statut salarial est le statut aujourd'hui le plus protecteur. Et je terminerai juste sur une chose. Souvent, on assimile
salariat et emprisonnement. C'est protecteur, mais finalement, on est complètement enfermé dans ce statut-là. C'est faux. Ça, c'est le fruit de 40 ans de destruction sémantique, notamment de ce qu'est le salariat. Le salariat est évidemment une légitimation du pouvoir patronal, mais il est aussi un vecteur d'émancipation dans nos sociétés capitalistes, en tout cas. Et ce vecteur d'émancipation a toujours permis l'autonomie. On peut très bien être extrêmement autonome dans la façon de faire son travail, décider de ses horaires. Regardez les cadres avec les forfaits jours, par exemple. On peut être extrêmement autonome, mais être salarié. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que c'est d'ailleurs le sens de la proposition de loi qui devait être examinée en avril, là, mais que le Covid-19 a reporté au calendrier grec. Il nous reste 3 petites minutes. J'avais un dernier lot de questions, si vous arrivez à y répondre. Et je m'excuse pour cette Je vais essayer d'être jour du concise. temps, mais en quelques instants. J'avais 2 questions qui portaient plus spécifiquement sur le cadre de la pandémie, à savoir, est-ce qu'on avait des statistiques sur les travailleurs des plateformes qui ont contracté le Covid? Peut-être que ce n'est pas suffisamment avancé à ce stade, mais l'idée étant de savoir, est-ce que c'est une profession qui est plus touchée? C'est ce que j'entends derrière ça aussi, cette question. Est-ce que c'est une profession qui est particulièrement touchée peut-être par rapport à d'autres professions qui ont continué d'exercer dans cette période, et une remarque sur le fait que l'État s'était engagé à aider les entreprises en difficulté du fait de la pandémie. Est-ce qu'on peut envisager d'aider ces plateformes avec de l'argent public, et donc là bien les plateformes et pas les travailleurs? C'est pas la question, si elles sont en difficulté de la pandémie, du fait de la pandémie. Ça, c'était mon lot de questions sur la question sanitaire. Et après, pour finir, j'avais une question j'ai une question qui revient sur la question d'une concurrence. Dans le cadre de la concurrence libre et non faussée, n'y a-t-il pas une contradiction entre les commerces de ville qui ont des emplois salariés physiques et les commerces en ligne? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette forme de contradiction? Et la question, la dernière, qui ouvre un petit peu le débat en conclusion, quelle est selon vous la démarche à suivre pour continuer à encourager l'innovation? Parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas que notre propos ce soit arrêter, enfin de lancer un signal auprès des entreprises sur le fait d'arrêter d'innover. Comment est-ce qu'on peut proposer un modèle qui favorise l'innovation tout en assurant des conditions acceptables pour les travailleurs et les travailleuses? Alors merci, parce que ces questions sont vraiment super, et c'est dommage que mon intervention ma réponse pourrait vraiment durer 2 heures. Donc je vais essayer d'être très très concise. Je vais d'abord répondre sur la concurrence. Oui, et c'est d'ailleurs l'arrêt Elite Taxi contre Uber dont je vous parlais, de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est une affaire non pas en droit social, mais en droit de la concurrence. C'est parce que les taxis barcelonais, l'association Elite Taxi, considérait qu'il y avait concurrence déloyale, que l'affaire a été portée devant la Cour de justice, en l'occurrence en tout cas devant le tribunal commercial espagnol. Donc il y a effectivement des situations de concurrence déloyale, et c'est pour ça que les entreprises elles-mêmes ont intérêt à favoriser, à pousser vers le salariat des travailleurs des plateformes, parce qu'elles subissent aujourd'hui une concurrence déloyale, notamment par l'absence de respect de la législation sociale. Il y a des gens d'une part qui respectent des règles et les autres qui ne les respectent pas. Et ça, ce n'est pas possible. Et ça a été d'ailleurs sanctionné. Je pense que les entreprises devraient vraiment réagir et encourager le salariat, ne serait-ce que pour cette raison. Sur les statistiques, alors c'est assez intéressant parce qu'il y a quelques mois, nous avons l'INRS a organisé justement, donc l'Institut national de recherche sur la santé et la sécurité au travail, a organisé un débat, des échanges sur la question des travailleurs des plateformes. Et on s'est dit, voilà, il y a un problème, l'INRS doit gérer les questions de santé et de sécurité des travailleurs salariés, mais là, on a des gens dont le taux d'accidentalité, j'arrive jamais à le dire correctement en une seule fois, mais vous avez compris. Merci, est extrêmement fort, et pourtant on ne peut pas intervenir parce que c'est pas dans notre champ. On n'est pas financé notamment par les indépendants pour cela. Donc comment on fait, etc. Pour ces raisons-là aussi, on n'a pas, en tout cas l'INRS à mon avis n'a pas de statistiques. Ils ne sont pas salariés. Donc pour l'instant, moi j'ai rien entendu à ce sujet. On sait qu'il y a beaucoup de personnes concernées parce qu'on a un réseau, on a développé un réseau avec les travailleurs des plateformes pour être le plus en contact possible du terrain, et donc il y a des choses qui nous remontent. Donc on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, mais on n'a pas encore de statistiques. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu connaissance de telles statistiques, et le fait qu'ils ne soient pas en statut salarial n'aide évidemment pas. Sur les aides à la crise, alors là, bon, je pense que
Je vais être vraiment très concise. Non, non, on ne va pas aider des gens qui fraudent massivement la législation sociale. C'est une question vraiment politique. Qu'est-ce que ça signifierait? Qu'est-ce que ça signifierait? Des gens qui respectent, qui sont dans des situations compliquées, mais qui respectent le droit, qui respectent les clients, qui respectent leurs travailleurs, qu'il y ait une aide collective pour qu'ils puissent continuer leur activité, très bien. Mais là, on a quand même des gens qui pratiquent des fraudes massives à la loi. On ne va pas en plus leur donner de l'argent, alors que le gouvernement, je trouve, les aide déjà suffisamment en leur permettant de continuer à contourner la législation sociale, puisqu'au lieu de taper du poing sur la table, ils essaient justement de leur sauver la mise. Alors, j'espère que non. Sur l'innovation, je termine par là parce qu'en plus c'est vraiment un sujet justement me touche beaucoup. On peut innover évidemment avec les plateformes. C'est un superbe outil, les plateformes. C'est un outil fantastique pour développer autrement des activités et c'est un outil que l'on doit reprendre. Il faut reprendre la main sur les plateformes. Là aujourd'hui, les plateformes capitalistes de travail, elles sont en train de provoquer, ce sont des machines à paupérisation, comme je disais tout à l'heure. C'est de la surexploitation de travailleurs. On a vu, je vous expliquais tout à l'heure avec les personnes, les migrants et les mineurs qui commencent à travailler pour ces plateformes-là. Mais ça peut être un superbe outil de solidarité. Ça peut être le moyen de favoriser les entreprises locales. Ça peut être un moyen de favoriser les circulations douces. Et je vais vous parler du coup d'un projet qui me touche beaucoup, dans le cas notamment des municipales à Paris, on en a beaucoup parlé. Et ce que je proposais, moi notamment, c'était de reprendre la main justement sur les plateformes en développant, en proposant par exemple des plateformes qui puissent finalement faire une sorte d'Amazon local parisien où toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, tous les artisans de la ville pourraient proposer leurs produits sur la plateforme et soit on irait du coup à 15 minutes de chez soi chercher le produit qu'on voulait acheter, qu'on a cherché sur la plateforme, soit on se le fait livrer, mais on se le fait livrer avec des partenaires socialement responsables, démocratiquement gérés, éthiques. Il en existe. À Paris, il y a Olvo, par exemple. Olvo qui utilise le logiciel de Copcycle. Et Copcycle, c'est l'anti-Deliveroo, l'anti-Uber. Ils ont développé un logiciel qu'ils offrent gratuitement au SCOP, finalement, qui répondent à certains critères éthiques. Ça existe à Bordeaux avec les consuls bordelais aussi et dans plein d'autres villes de France. Et je pense qu'il faut vraiment se servir de cet outil pour en refaire un outil plus collaboratif et d'entraide et de progrès social et écologique. Un grand merci à vous, Barbara Gomez. Un grand merci à toutes nos spectatrices et tous nos spectateurs qui ont posé des questions, vous l'avez vous-même noté, assez riches et assez précises. Je conclus par l'annonce de notre prochaine conférence qui aura lieu le lundi 27 avril à 18h sur Zoom et Facebook Live sur l'état d'urgence sanitaire tracking, quel danger pour les libertés publiques, avec Florent Vadillo et Marie-Pierre de la Gontrie. Je m'excuse pour ces 4 minutes de retard et je vous souhaite Merci beaucoup. une très bonne soirée.